Nous passons notre vie entière à dialoguer avec une voix que personne d'autre n'entend. Elle nous accompagne dès le réveil. Elle commente chacun de nos choix. Elle interprète nos échecs, nos réussites, nos silences. Cette voix intérieure peut être une alliée précieuse, mais elle peut aussi devenir une source constante de tension, de doute et d'épuisement mental. Pour beaucoup, elle se transforme en juge sévère. Elle critique, elle compare, elle rappelle les erreurs passées, elle anticipe les catastrophes futures. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous finissons par vivre sous son influence. Nos décisions se rétrécissent, notre confiance s'érode, notre joie devient fragile. Pourtant, cette voix n'est pas notre ennemie. Elle est le reflet de notre histoire, de nos peurs, de nos blessures, mais aussi de notre désir profond de protection. Elle cherche à nous alerter, à nous préserver, à nous guider, même si elle s'exprime parfois avec maladresse. Comprendre cette voix, ce n'est pas chercher à la faire taire, c'est apprendre à l'écouter autrement, à reconnaître ses mécanismes, à transformer sa rigidité en compréhension, à convertir la critique en lucidité. Apaiser ses pensées négatives, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir soi-même, avant les peurs, avant les conditionnements, avant les exigences excessives. C'est retrouver un espace intérieur plus vaste, plus doux, plus libre. Dans cette exploration, nous allons découvrir comment transformer ce dialogue intérieur pour qu'il cesse d'être un poids et devienne un soutien. Un chemin de conscience, un chemin de pacification, un chemin de réconciliation profonde avec soi. Mais pour comprendre comment cette voix a pris tant de place en nous, il faut d'abord revenir à son origine, là où tout commence, dans les zones les plus discrètes de notre monde intérieur. La voix intérieure ne surgit jamais comme un orage soudain. Elle ne frappe pas avec fracas. Elle n'envahit pas l'espace dans un éclat brutal. Elle s'installe, lentement, silencieusement, presque avec délicatesse. Elle entre par une fissure minuscule, un détail à peine perceptible, une pensée qui semble anodine, presque banale. Un léger doute au détour d'une journée. Une inquiétude passagère que l'on croit sans importance. Une remarque intérieure qui ressemble davantage à une prudence qu'à une critique. Rien qui alerte, rien qui inquiète. Et pourtant, c'est ainsi que commence la métamorphose. Cette pensée revient. Elle repasse par les mêmes chemins, emprunte les mêmes détours, s'imprime doucement dans le paysage intérieur. Elle n'exige rien. Elle attend. Elle observe. Elle se renforce de sa propre répétition. Puis, sans que nous en ayons pleinement conscience, elle devient une présence familière, une toile invisible qui commence à se tisser autour de notre regard, filtrant la réalité, colorant les expériences, modifiant subtilement la manière dont nous interprétons chaque événement. Dans la psychologie profonde, cette voix trouve souvent ses racines dans ce que Carl Gustav Jung nommait l'ombre. Non pas une zone obscure au sens moral, mais l'ensemble de tout ce que nous avons appris à cacher, à refouler, à taire. Les émotions jugées inacceptables, les désirs perçus comme dangereux, les fragilités trop exposées, les blessures trop anciennes pour être regardées en face. L'ombre n'est pas ce que nous sommes, mais ce que nous avons dû abandonner pour être acceptés, aimés, reconnus. Ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Il s'accumule. Il s'enfouit dans les profondeurs silencieuses de l'inconscient. Et dans cet espace intérieur, il poursuit sa vie propre. Il attend. Il mûrit. Il cherche des voies d'expression. Lorsque nous refusons d'écouter nos peurs, lorsque nous étouffons nos fragilités sous les masques sociaux, lorsque nous travestissons nos blessures derrière des sourires de façade, l'ombre change de stratégie. Elle cesse de frapper aux portes fermées.
Elle commence à murmurer à travers les pensées. Alors, ce qui ne pouvait être ressenti devient pensé. Ce qui ne pouvait être pleuré devient anticipé. Ce qui ne pouvait être reconnu devient jugé. Les inquiétudes prennent la forme de scénarios catastrophes. Les blessures se déguisent en critiques sévères. Les manques se transforment en exigences intérieures. La voix intérieure adopte un ton dur, parfois implacable, comme si elle tentait désespérément de nous forcer à voir ce que nous avons appris à éviter. Ainsi naît le théâtre intérieur. Un espace psychique où se joue, sans cesse, le conflit entre l'image que nous présentons au monde et la vérité émotionnelle que nous portons en nous. D'un côté, le personnage social, construit, maîtrisé, façonné par les attentes, les normes, les rôles. De l'autre, l'être sensible, vulnérable, traversé de doutes, de peurs et de désirs inavoués. Entre les deux, la voix intérieure agit comme un messager paradoxal. Elle attaque pour protéger, elle juge pour alerter, elle inquiète pour tenter de préserver. Chaque pensée négative devient alors un fragment de cette tension ancienne. Chaque autocritique une tentative maladroite de maintenir l'équilibre. Chaque peur une mémoire enfouie qui réclame reconnaissance. La voix intérieure cesse d'être un simple dialogue mental. Elle devient le langage codé de l'inconscient, la manière détournée par laquelle l'ombre cherche à émerger, à se dire, à exister dans la lumière de la conscience. Et si cette voix ne cherchait pas à nous faire souffrir, mais simplement à nous protéger à sa manière maladroite et souvent excessive? Le mental n'a jamais été conçu pour rendre l'homme heureux. Il a été façonné pour le maintenir en vie. Bien avant que l'être humain ne s'interroge sur le sens de son existence, son esprit devait avant tout surveiller, anticiper, prévoir. Chaque bruit pouvait signaler un prédateur. Chaque silence pouvait cacher une menace. Chaque détail devenait une question de survie. Ce programme archaïque est toujours actif. Il pulse dans les profondeurs du cerveau, bien en deçà de la pensée consciente. Et même si nos existences modernes ont profondément changé, ce mécanisme continue d'agir comme si le danger était omniprésent. Ainsi, le mental observe le monde non pas pour le comprendre, mais pour y déceler ce qui pourrait mal tourner. Un message qui tarde à arriver devient un rejet. Un retard prend la forme d'un abandon. Un regard détourné se transforme en désapprobation. Ce ne sont pas les faits qui inquiètent, mais l'interprétation qu'en donne l'esprit. Le mental tisse des scénarios, assemble des fragments, comble les silences par des hypothèses. Il bâtit des récits intérieurs dont la cohérence apparente masque leur fragilité. À travers ces constructions mentales, il cherche à réduire l'incertitude, croyant ainsi diminuer la douleur potentielle. Se préparer au pire devient une manière de garder le contrôle. Mais ce contrôle est une illusion, car chaque anticipation anxieuse nourrit une vigilance permanente. L'esprit demeure en alerte, tendu vers un futur hypothétique, incapable de se déposer dans l'instant présent. Le corps s'adapte à cet état. La respiration devient plus courte, les muscles se crispent, le rythme intérieur s'accélère. Peu à peu, l'être humain vit dans un état de défense chronique, comme s'il traversait un champ de bataille invisible. Ce mécanisme crée une fatigue émotionnelle profonde, non pas celle qui naît de l'effort, mais celle issue de la tension continue. Une usure lente, presque imperceptible, qui s'infiltre dans les gestes quotidiens, dans la manière de parler, de regarder, de ressentir. L'individu n'est plus réellement en train de vivre. Il se prépare sans cesse à un choc qui ne vient jamais. Il ajuste ses comportements, modifie ses attentes, réduit ses élans, tout cela pour éviter une souffrance anticipée. Ainsi se forme une prison psychique. Chaque pensée devient un risque potentiel. Chaque émotion, un danger à contenir. Chaque relation,
un terrain incertain. Le monde n'est plus un espace d'exploration, mais un champ miné. Le mental, croyant protégé, enferme. Il transforme la vie en une succession de calculs intérieurs, d'évitements subtils, de renoncements silencieux. Peu à peu, l'existence se rétrécit. Les choix se font plus prudents, les désirs plus timides. L'élan vital se heurte au mur invisible de la peur anticipée. Et dans cet enfermement progressif, la voix intérieure s'intensifie. Elle scrute, alerte, met en garde. Elle devient la gardienne d'une forteresse intérieure où l'on ne respire plus librement. Chaque instant est évalué, chaque situation passée au crible, chaque mouvement de l'âme suspecté. Le paradoxe est là. Ce système de protection, conçu pour éviter la souffrance, finit par la produire en continu. Il installe une tension constante, une inquiétude diffuse, une insécurité permanente, même en l'absence de danger réel. Le mental lutte contre une menace qui n'existe que dans ses propres constructions, transformant le présent en un territoire instable, toujours sur le point de basculer. Face à ce mécanisme incessant d'anticipation et de défense, une question essentielle se pose alors. Comment sortir de cette prison intérieure sans la renforcer davantage ? Le calme ne s'impose jamais par la force. Il ne se conquiert pas en écrasant le tumulte des pensées. Il surgit lorsque l'on accepte de regarder sans intervenir, de laisser exister ce qui veut se manifester, sans s'y fondre ni s'y opposer. C'est un geste subtil, presque imperceptible. Une attention portée à soi-même, mais détachée. Une respiration consciente dans le flot incessant des idées. Imagine que chaque pensée soit une feuille portée par le vent. Certaines tourbillonnent, d'autres tombent en silence, d'autres encore se heurtent à une branche invisible et oscillent avant de disparaître. Observer la pensée, c'est apprendre à ne plus être la feuille ni le vent. C'est devenir l'arbre qui accueille le vent, immobile, solide, ouvert à son passage. Elle glisse alors, légère, sans dicter ses règles, sans imposer son rythme. Se désidentifier ne signifie pas fuir la voix intérieure. Au contraire, il s'agit de la écouter pleinement, mais depuis un point d'observation où elle n'a plus le pouvoir de vous emporter. Chaque murmure, chaque inquiétude, chaque rappel de faute passée est accueilli avec neutralité. On ne juge pas, on ne condamne pas, on ne se laisse pas entraîner, on regarde, on note, on respire. Et peu à peu, un espace naît entre le spectateur et le flot incessant de pensées. Cet espace n'est pas vide. Il est habité par une présence tranquille, presque tangible, qui respire dans le silence, qui existe indépendamment des constructions mentales. Il devient le lieu où l'âme se repose, où le tumulte peut exister sans vous submerger. Un champ intérieur où les pensées flottent librement, mais où elles ne dictent plus la loi. Dans cette posture, chaque pensée retrouve sa véritable nature, un mouvement passager de la conscience. Elle n'est plus un juge, ni un tyran, ni une prophétie. Elle est un fragment du flot intérieur, un signal parmi d'autres, un reflet des tensions et des désirs qui circulent dans l'invisible. Elle cesse de définir qui vous êtes et cesse de modeler votre réalité. Le silence vivant qui émerge n'est pas l'absence d'activité mentale. Il est une présence stable derrière le bruit, un espace de respiration, de clarté, de conscience pure. Vous êtes à la fois témoin et hôte, observateur et accueil, immobile et vivant. Dans cette tension harmonieuse, l'esprit trouve un rythme naturel. Les pensées continuent de circuler, mais elles le font sans précipitation, sans urgence, sans oppression. C'est dans ce silence que se réveille l'intuition.
Les émotions peuvent se déposer. Les souvenirs se réorganisent. Le cœur retrouve son rythme profond et régulier. Les frontières entre soi et le flot mental se redessinent avec délicatesse. Et ce qui semblait autrefois incontrôlable, le flux incessant des jugements, des anticipations, des peurs, devient observable, compréhensible, humain. Vous découvrez que l'espace intérieur n'est jamais vide, qu'il est vivant, sensible, capable d'accueillir tout ce qui surgit sans être submergé. C'est ici que l'âme peut respirer à nouveau, libre de choisir, libre de sentir, libre de simplement être. Car derrière chaque pensée qui surgit, se cache souvent une histoire plus ancienne, un souvenir enfoui, une trace du passé qui continue de vibrer dans le présent. Il existe en chacun de nous une mémoire silencieuse. Elle ne se manifeste pas sous la forme de souvenirs clairs ni de récits précis. Elle agit dans l'ombre, déposant ses empreintes dans les replis les plus discrets de la conscience. C'est une mémoire émotionnelle, tissée de sensations, de regards, de silences, de gestes interrompus. Une mémoire qui ne raconte pas, mais qui influence. Beaucoup de pensées négatives ne naissent pas dans l'instant. Elles émergent comme les vagues d'un océan ancien, porté par des courants invisibles. Une parole prononcée autrefois, peut-être sans malveillance, mais reçue avec une intensité particulière. Un rejet discret, à peine formulé, mais profondément ressenti. Une humiliation fugace, trop rapide pour être nommée, mais trop douloureuse pour être oubliée. Ces fragments ne disparaissent jamais. Ils se déposent dans les couches profondes de l'inconscient, là où le temps n'a pas la même consistance. Ils attendent, parfois des années, parfois une vie entière. Ils se taisent, mais ils observent. Ils guettent le moment où une situation présente fera vibrer la même corde sensible. Alors, sans prévenir, le passé se réveille. Une émotion surgit, disproportionnée. Une peur apparaît sans raison apparente. Une tristesse se glisse dans l'instant comme un voile. Et nous croyons réagir au présent alors que nous répondons à une mémoire ancienne. Ainsi, le présent devient le théâtre de blessures anciennes. Ce que nous vivons, ici et maintenant, se superpose à ce qui a été vécu autrefois. Les visages changent, les contextes évoluent, mais les émotions, elles, reviennent emprunter les mêmes chemins. L'enfant intérieur, porteur de ces empreintes, continue de chercher reconnaissance, réparation, sécurité. Dans cette dynamique, la pensée négative cesse d'être un simple produit du mental. Elle devient le langage détourné de la mémoire affective. Un signal discret indiquant qu'une part oubliée de nous-mêmes demande à être vue. Chaque autocritique peut cacher une ancienne exigence parentale. Chaque peur de l'abandon peut réactiver un manque de présence ancien. Chaque sentiment d'inadéquation peut révéler un amour autrefois conditionnel. Comprendre ce mécanisme modifie profondément la relation que nous entretenons avec nos pensées. Elles cessent d'être perçues comme des ennemis intérieurs. Elles se transforment en messagères. Des guides maladroits, certes, mais porteurs d'informations précieuses sur notre monde intérieur. Lorsque la conscience éclaire ses racines profondes, quelque chose s'adoucit. Le jugement se suspend. La dureté se fissure. Une curiosité nouvelle apparaît. Non plus celle qui cherche à contrôler, mais celle qui veut comprendre. Peu à peu, les pensées négatives révèlent leur fonction cachée, celle de maintenir un lien avec ce qui, en nous, n'a pas encore été intégré. Avec ces fragments d'histoire qui continuent de vivre dans l'ombre, cherchant une voie vers la reconnaissance. Dans cette écoute attentive, une transformation subtile s'opère. Les souvenirs cessent d'être des poids muets. Ils deviennent des éléments de sens.
des morceaux de soi qui retrouvent leur place dans l'ensemble de la psyché. Et lorsque ces fragments sont accueillis non plus comme des fautes ou des faiblesses, mais comme des témoignages d'un parcours humain, la pensée négative perd peu à peu son urgence. Elle cesse de frapper. Elle commence à murmurer plus doucement, comme si elle n'avait plus besoin de crier pour être entendue. Et lorsque ces blessures commencent à être reconnues, une nouvelle voie s'ouvre, celle non plus de la lutte, mais de la réconciliation intérieure. Il existe, en l'être humain, une tendance presque instinctive à lutter contre ce qui dérange. Face à la pensée négative, la réaction la plus immédiate consiste à vouloir la faire taire, l'écraser, l'ignorer, la repousser. Comme si elle était une intrusion illégitime dans le territoire sacré de la conscience. Comme si la paix intérieure dépendait de son élimination. Mais cette lutte, aussi légitime semble-t-elle, nourrit en réalité ce qu'elle cherche à détruire. Plus nous combattons une pensée, plus nous lui offrons de l'énergie. Plus nous la rejetons, plus elle se renforce. Elle devient alors obsession, rumination, tension permanente. La guerre intérieure crée un champ de bataille où l'esprit se divise contre lui-même. Une partie cherche à contrôler, une autre résiste. Et dans cet affrontement silencieux, l'âme s'épuise. L'apaisement ne naît pas de la domination. Il naît de la réconciliation. Accueillir une pensée ne signifie pas lui donner raison. Cela signifie simplement lui offrir un espace d'existence sans la transformer en ennemie. C'est reconnaître sa présence sans s'y soumettre. C'est la regarder passer sans la saisir. Cette posture transforme radicalement la relation intérieure. Au lieu d'une opposition constante, une écoute nouvelle s'installe. Au lieu d'une tension défensive, une détente progressive apparaît. Lorsque la pensée négative est accueillie sans jugement, elle commence à perdre son caractère oppressant. Elle se déploie, elle s'exprime, puis, naturellement, elle s'épuise. Car toute pensée tire sa force de la résistance qu'elle rencontre. Dans cet espace d'acceptation, la voix intérieure se métamorphose. Elle cesse d'être une autorité tyrannique qui condamne et ordonne. Elle devient un guide discret, parfois maladroit, mais profondément révélateur. Chaque pensée difficile devient alors un signal, un indicateur de surcharge émotionnelle, un appel à ralentir, un rappel que quelque chose en nous réclame attention. La fatigue intérieure n'est plus interprétée comme une faiblesse, mais comme un message. L'angoisse cesse d'être une anomalie et devient une invitation à revenir à soi. Le doute perd son statut d'ennemi pour devenir un espace de questionnement fertile. Cette transformation modifie la structure même du dialogue intérieur. La brutalité laisse place à la nuance. La rigidité cède devant la souplesse. La peur se dissout dans la compréhension. Peu à peu, l'individu cesse de se percevoir comme un champ de conflit à pacifier, mais comme un territoire vivant à explorer. Chaque émotion devient un paysage. Chaque pensée, un sentier. Chaque silence, un espace d'intégration. La conscience n'est plus une force de contrôle, mais une présence accompagnante. Elle observe, accueille, relie. Dans cette dynamique, la pensée négative ne disparaît pas. Elle change de fonction. Elle devient un baromètre intérieur, indiquant les zones de tension, les déséquilibres, les besoins ignorés. Elle attire l'attention vers les endroits fragiles de la psyché, non pour accuser, mais pour révéler. Ainsi, ce qui semblait être un obstacle se transforme en boussole. Ce qui paraissait être un frein devient un guide. La réconciliation intérieure n'est pas un événement spectaculaire. Elle s'installe lentement, à travers de petits ajustements quotidiens.
une respiration consciente, un regard plus doux sur soi, une pause avant de juger, un instant de présence au cœur du tumulte. Et dans cette lente métamorphose, une nouvelle qualité de relation à soi-même émerge. Une relation plus humaine, plus humble, plus vivante. Une relation dans laquelle l'individu cesse de se diviser pour enfin se rassembler. Apaiser ses pensées négatives n'est pas un objectif lointain réservé à quelques initiés. C'est un chemin accessible, fait de petits gestes intérieurs répétés chaque jour. Chaque prise de conscience est une victoire. Chaque respiration attentive est une ouverture. Chaque regard plus doux sur soi est une guérison en marche. Il ne s'agit pas de supprimer la négativité, mais de lui ôter son pouvoir. De transformer la lutte en écoute, la rigidité en souplesse, la peur en compréhension. Lorsque la voix intérieure devient plus bienveillante, c'est toute notre relation au monde qui se métamorphose. Nos décisions deviennent plus claires, nos relations plus authentiques, notre énergie plus stable. Nous cessons de vivre sous pression. Nous commençons à habiter pleinement notre vie. Ce chemin ne demande pas la perfection. Il demande seulement la sincérité, la patience et le courage de se rencontrer soi-même sans masque. Chaque pensée apaisée libère un espace nouveau. Chaque émotion accueillie restaure un fragment de paix. Chaque instant de présence construit une stabilité durable. Et peu à peu, une vérité simple s'impose. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour que nous soyons en paix. C'est notre regard intérieur. En transformant notre dialogue intérieur, nous transformons notre expérience entière de la vie. Nous devenons plus présents, plus conscients, plus vivants. Et dans ce silence retrouvé, une paix nouvelle s'installe. Non pas une paix fragile dépendante des circonstances, mais une paix profonde, enracinée, durable. Celle qui naît lorsque nous cessons de nous combattre et que nous choisissons enfin de nous comprendre.